Ok, bonjour, bienvenue pour la capsule 331. Donc, on va parler un petit peu de lissage. Donc, on avait vu la régression simple et multiple, mais on restait dans un cadre strictement linéaire. Donc là, l'idée, c'est qu'on va commencer à avoir la possibilité d'avoir des choses non linéaires, mais surtout non paramétriques. Alors, je n'ai pas trop parlé de statistiques paramétriques versus non paramétriques, mais l'idée d'un modèle paramétrique, ça veut dire qu'on donne complètement sa forme. On va donner la forme de l'équation qu'on espère avoir. L'idée du lissage et de la statistique non paramétrique, c'est plutôt de dire, je ne sais pas exactement à quel genre de fonction je dois m'attendre. Donc, je vais lui demander de me donner une fonction. Donc, on avait fait l'hypothèse de modèle linéaire qui nous donnait une droite quand on avait une seule variable explicative ou un plan quand on avait plusieurs variables explicatives. Là, on va se dire qu'on peut avoir soit une courbe quand même un peu régulière. Donc, on va demander de la continuité. Donc, on va demander à ce que la fonction soit régulière. Euh, ou alors, dans un cadre multivarié, avoir une surface de régression. D'accord. Donc, c'est ça dont on va parler hein, dans cette série de capsules. Je vais juste basculer hein, sur mes slides. Donc, c'est parti, 331. Donc, je remonte à un graphique que j'avais déjà montré, hein, c'est des résultats de sondage au Japon. Ok. Donc, je vous rappelle que les points qu'on voit en arrière-plan correspondent aux intentions de vote qui ont été estimées par différents instituts de sondage. Et on observe une forte irrégularité, okay, une forte volatilité des valeurs, okay, mais qui a du sens une fois qu'on a compris que c'était des sondages. D'accord. Quand on fait un sondage, on a une proportion euh, relativement restreinte de la population totale, et donc on commet une erreur d'échantillonnage. Okay, donc l'erreur d'échantillonnage veut dire qu'en moyenne, normalement, on devrait être proche de la vraie valeur, mais on peut osciller autour. Alors quand je dis en moyenne, on est bon, je pars du fait quand même qu'on est sur des instituts de sondage sérieux. Okay. Euh, on pourrait parfaitement imaginer un institut de sondage malveillant, en tout cas biaisé, okay, qui interroge uniquement une certaine catégorie de personnes. Et dans ces cas-là, automatiquement, si jamais vous avez, par exemple, je raisonne de manière un peu simpliste, mais supposons qu'on ait les hommes votent plus pour rouge et les femmes votent plus pour bleu, dans ce cas-là, si jamais vous interrogez 75% d'hommes systématiquement, dans ces cas-là, vous avez un estimateur qui est fondamentalement biaisé. Okay. Moi, je pars du fait que les instituts savent redresser ou savent donc soit redresser a posteriori. Une fois qu'on a fait le sondage, on repondère les différentes réponses en leur donnant des poids pour tenir compte de la démographie de la population, soit au contraire, on le fait a priori dans le plus long de sondage. Okay. Donc je pars du fait qu'on sait à peu près estimer la vraie valeur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a cette variabilité autour. Okay. Donc c'est ce qu'on observe ici. Donc on est quelque part par là. D'accord. Mais ce qu'on voudrait, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est extraire le signal de fond. Donc l'avantage, c'est qu'on a accès ici à plusieurs sondages, et donc on peut voir comme ça l'évolution des votes. Donc l'évolution, la variation qui est associée à du bruit ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de détecter les tendances de fond et peut-être essayer de comprendre, si jamais je fais de l'analyse politique, essayer de comprendre quand est-ce qu'il y a un changement, quand est-ce qu'il y a une inflexion dans la courbe, quand est-ce que un des candidats perd des intentions de vote, quand est-ce qu'un candidat en gagne. Okay, donc c'est ce genre de choses. Quand est-ce qu'il y a une incertitude sur qui va gagner, là on se doute qu'il y a une période pendant laquelle on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais à partir de quand est-ce que ça pouvait s'anticiper? En particulier, on commence à voir peut-être quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, des instituts qui commençaient à laisser entendre qu'il y avait peut-être une inversion. Donc on voit certains points bleus qui commencent à monter un petit peu au-dessus de certains points jaunes. Okay, donc on voit qu'il y a des choses, mais est-ce que c'est du bruit? Encore une fois, c'est toujours la même chose. Est-ce que ce que je détecte, c'est du bruit? Et dans ces cas-là, il ne faut pas que j'en tienne compte. Soit au contraire, c'est un signal, et dans ces cas-là, j'ai intérêt à en tenir compte. Voilà. Donc c'est ces discussions qu'on va avoir aujourd'hui. Donc on va essayer d'extraire une tendance de fond. Donc c'est la courbe rouge qu'on observe en fait fondamentalement ici, qu'on va essayer de voir comment la construire. Donc pour illustrer, j'ai pris des données ici qui sont toujours des données électorales. C'est des données qui datent un petit peu, qui datent d'il y a 12 ans. Donc c'est des données de 2008 où on a des sondages qui ont été faits 150 jours avant l'élection donc, entre Obama et McCain. Okay, donc on avait cette élection qui s'est tenue à la date zéro et on va remonter comme ça sur les 150 derniers jours et on essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Okay, donc, en particulier, on peut observer, donc ce qui est représenté ici, ce sont les points. Donc, normalement, dans la base de données à laquelle je vous mets accès, vous avez accès à tous les sondages qui ont été effectués pendant les 150 derniers jours. Ce qui est représenté ici, c'est tous les jours, si jamais j'ai deux sondages, dans ces cas-là, je prends la moyenne des deux sondages. Okay, c'est peut-être un peu stupide de prendre une moyenne, mais voilà, l'idée est quand même de faire un petit exercice de modélisation pour comprendre un peu ce qui se passe.
Donc j'ai les points qui sont à gauche, et ce qu'on a vu, c'est si jamais je veux extraire une tendance, on a le modèle linéaire. Donc le modèle linéaire, c'est le modèle le plus simple auquel on devrait penser. Pourquoi? Parce que j'ai une variable explicative ici, qui est le nombre de jours. J'ai ma variable d'intérêt, qui est la différence, la marge dont disposait Barack Obama dans le sondage. Okay. Donc si jamais je veux construire un modèle, on peut partir sur l'idée que ma variable y, encore une fois qui est sur l'axe des y, elle va dépendre de x, qui est le nombre de jours. Et ce que je suppose, c'est que y, c'est une certaine constante, plus bêta fois x, plus b fois x, plus un bruit. Okay. Le bruit, c'est le fait que j'oscille autour de cette valeur-là. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on voit que le modèle linéaire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que visuellement, en tant qu'être humain qui a l'habitude de voir des graphiques, je vois autre chose sur le graphe. Ce que je vois, c'est plutôt une espèce de rupture. Je vois plutôt quelque chose qui ressemblerait à une descente par ici, et puis quelque chose qui ressemblerait à ça. Okay, si jamais j'essayais de faire un dessin assez rapide, voilà ce que je dirais. Voilà. Donc, on va s'autoriser à avoir ce genre de fonction ici. D'accord. Donc, on va essayer de capturer une tendance de fond. Je vais quand même supposer quelque chose, et j'en parle depuis le début, je vais supposer que je suis continu. Okay, je ne suis pas ici dans un problème de détection de rupture, c'est un autre sujet. Okay, j'en parlerai pas ici. Il y a des tests pour faire ça. On est capable de se poser la question, est-ce qu'il y a une rupture dans ma série pendant toute la période d'observation? Je peux poser une question plus précise, est-ce qu'il y a une rupture à cette période-là? Okay. Donc, on a toutes sortes d'outils qui ont été mis en place depuis presque 80 années autour de ces problèmes-là. Là, c'est plutôt, je veux juste visualiser la tendance de fond, voir si possible, essayer d'avoir une espèce d'intervalle de confiance autour. Okay. Donc, je veux quelque chose d'un peu régulier quand même, avec une quantification, si possible, de l'incertitude. Mais pour le moment, on va juste essentiellement focaliser sur la détection de cette tendance. Je parlerai un peu d'incertitude plus tard, et je vous montrerai qu'on peut l'avoir et que ce n'est pas très compliqué. Et l'essentiel, c'est plutôt de comprendre ce que c'est que cette tendance de fond qu'on observe. Et cette régularité, je vous renvoie à une autre capsule qu'on avait dû évoquer au début de de la section précédente, la section 2. On l'avait vu dans un cas où on ne s'intéressait pas à un problème de régression et de prédiction. C'était juste pour décrire. Et en fait, on l'avait vu quand on voulait récupérer une estimation de la densité. Donc, je vous avais dit qu'on avait l'histogramme, qui était une approche classique pour visualiser en tout cas la distribution. Donc, pour voir un peu comment les tailles des élèves se répartissaient, plutôt comment les élèves se répartissaient en fonction de la taille. Donc, on voyait arriver cette distribution un petit peu en cloche, un petit peu gaussienne. Et je vous avais dit, on peut introduire des estimateurs à noyaux qui vont nous donner quelque chose de plus ou moins lisse. Et on va le voir réapparaître ici, parce qu'en fait, on est très très proche de ce genre de questionnement ici. Donc, justement pour embrayer sur la discussion que j'avais juste avant, la première idée, c'est d'adapter effectivement l'histogramme. Donc ça, c'est Tucker, on en avait déjà parlé un petit peu, qui est un des grands-pères de la science de données, donc à l'époque, ce qu'il appelait l'analyse exploratoire des données. Donc, il avait proposé quelque chose comme des courbes construites à partir de l'équivalent d'histogramme. Donc, lui avait appelé ça un régressogramme. Donc, le régressogramme, c'est exactement l'analogue de la distribution, de l'histogramme quand on a une distribution, c'est de se dire, je me définis une partition, c'est-à-dire un découpage des valeurs de mes x. À l'intérieur, je compte combien j'ai d'observations dans chacune des catégories. Okay. Ce qu'il disait, alors là aussi on avait un tout petit peu évoqué, c'est qu'on veut garder une interprétation en termes de densité. Une densité, ça se caractérise par l'air qui se trouve ici. Donc ce qu'on veut, c'est que l'air qui se trouve là soit égal à 1. Donc on avait cette histoire de normalisation où je disais, je vais faire du 1 sur NH et je vais compter combien d'individus sont dans la catégorie AI. Et AI, ça va être un intervalle de la forme quelque chose plus H. Okay. Donc c'est un intervalle de longueur H. Okay. Et donc, on avait une formule qui ressemble à ça. Donc, tu quittes, on peut faire pareil. Okay. Je peux m'amuser à découper l'espace des X en plusieurs variables et non pas me demander combien d'observations j'ai, ça me donnerait la distribution, c'est plutôt se demander comment est-ce que je peux, combien de Y je pense avoir. Donc, en fait, ce qu'il va juste dire, c'est à l'intérieur d'une classe, donc, par exemple, ici, je me retrouve avec quelques observations, je vais prendre la valeur moyenne. Okay. Donc, c'est vraiment l'idée. Alors, je reviens un tout petit peu sur quelque chose que j'avais dit peut-être un peu rapidement sur la régression, mais en fait, quand on fait une régression linéaire, ce qu'on essaie de capturer, c'est l'espérance de Y sachant X. Donc, traduire en langage plus littéraire, ce que je suis juste en train de dire, c'est sachant que mon X, il est proche de petit x, sachant que je suis à moins 100 jours,
quelle est la valeur moyenne à laquelle je m'attends à avoir? Combien est-ce en moyenne j'avais de marge? Combien Obama avait de marge par rapport à McCain 100 jours avant l'élection? D'accord? Donc c'est la valeur moyenne de Y au voisinage de X égale 100. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais me mettre dans la classe X égale 100, puis je vais compter tout simplement, je vais regarder la moyenne. Okay. Donc ce que je suis juste en train de dire, c'est je n'ai pas besoin des données sur le bord, je me place sur un voisinage, je me place localement proche de la valeur qui m'intéresse, et je vais tout simplement regarder en moyenne où j'étais. Donc c'est vraiment revenir à la base de ce que c'est qu'une moyenne, et de se dire, bah, cette grandeur-là, cette espérance conditionnelle, c'est une moyenne. Okay, il y a mon espérance devant qui me dit que je travaille sur une moyenne, mais je ne travaille pas sur la moyenne de Y. Je travaille sur la moyenne de Y quand je suis proche de petit x. D'accord? Donc c'est vraiment juste ça l'idée, et c'est cette idée qu'on va dérouler tout au long de la discussion dans cette capsule. Okay. Donc on peut construire cette courbe-là et on voit qu'elle a déjà beaucoup plus de sens. Okay. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe là, on voit apparaître une courbe qui est comme ça. Alors, on n'a pas encore la continuité, okay, mais exactement comme on était passé de l'histogramme à l'estimation lisse de la densité, on va y arriver. On voit même comment on va y arriver. On va sûrement y arriver en mettant des noyaux, en mettant des poids. Mais on commence à voir arriver en tout cas un modèle qui est plus réaliste, en tout cas localement qui est meilleur. Donc localement, effectivement, quand je me place aux alentours de moins 50 jours, j'ai l'impression que je suis meilleur. Okay. Donc on retrouve cette tendance qui est plutôt décroissante puis croissante. Okay. Alors, on pourrait là aussi me remettre tout ça, enfin, discuter tout ça, parce qu'on a toujours ce souci dans les histogrammes, mais c'est pareil dans les régressogrammes, c'est que c'est très sensible au choix de la partition. D'accord? Donc non seulement à la taille de mon intervalle, ça c'est un problème dont on ne pourra jamais s'affranchir, mais en plus, si jamais je commence à changer mes grilles, c'est-à-dire qu'au lieu d'être là, je me décale un tout petit peu, puis que je fais des grilles, des pas de ce type-là, dans ces cas-là, je vais changer mon estimateur. Donc on voit que alors, ça ne changera pas tant que ça non plus, mais on n'est pas suffisamment régulier pour se dire qu'on a trouvé quelque chose de bon. Okay. Donc on va essayer d'améliorer ça un petit peu. Donc on arrive assez naturellement, et encore une fois, je garde le plan que j'avais adopté dans la série numéro 2 où je parlais des estimations de densité, à quelque chose de glissant. Okay. Donc de la même manière, on va faire un histogramme glissant. Donc en petit x, je regarde au voisinage, donc je regarde à x moins h, x plus h. Okay. Donc je me place autour de la valeur. Alors éventuellement, mon h va dépendre de n. Okay. Mais bon, peu importe. Je me place sur ce voisinage autour de petit x et je dis tout simplement, je regarde pour les individus qui sont proches de petit x, pour les dates qui sont proches de petit x, par exemple moins 100 jours, donc je me place peut-être entre moins 95 et moins 105. Okay. Donc je me place sur ces deux valeurs-là et je prends la moyenne des y. Okay. Donc on voit apparaître quelque chose, alors je vais peut-être l'écrire de manière un tout petit peu différente pour que ce soit plus clair. On voit apparaître quelque chose qui est de la forme suivante. Je fais une somme de oméga i, yi, que je somme sur les oméga i. Okay. Donc ce que je peux aussi écrire, alors sur les oméga j, je vais peut-être l'écrire avec des tables différentes. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est quelque chose qui va être de la forme suivante. On va voir apparaître une somme pondérée de mes yi. Donc les poids ici sont de telle sorte, donc quand je prends cette écriture-là, je m'arrange pour que mes poids soient égaux à 1. C'est-à-dire que si j'ai 100, je ne sais plus combien, j'ai peut-être 150 observations. Okay. Si jamais je me place sur un voisinage qui va être de plus ou moins 5 jours, je vais peut-être avoir 10 points ou 11 points. Okay. Donc, mes 11 points, je vais leur attribuer un poids qui sera de 1/11e pour tous. Okay. Donc, c'est ça que ça nous raconte, ces poids. C'est de dire, je vais les sommer. Enfin, il faut que la somme de ces poids soit égale à 1. Okay. Pourquoi? Parce que sinon, je vais surestimer ma moyenne. D'accord. Donc, si je veux avoir une valeur moyenne, il faut que je pondère par des poids dont la somme est égale à 1. Donc, c'est vraiment ce que ça nous raconte ici. Autre chose, c'est que ces poids dépendent de petit x. Okay. Donc ça, c'est une autre particularité, c'est que les poids auxquels je me place vont dépendre de petit x. Donc ça va me donner mon estimateur en petit x. Okay. Donc je vais mettre des poids qui sont de 1/11e quand je suis proche de 100. Okay. Donc pour les points qui sont aux alentours de 100. Par contre, si j'étais 80 jours avant, pardon, c'est dans l'autre sens, dans ces cas-là, je ferai des poids de 1/11e, mais pour les autres. D'accord. Donc entre moins 85 et moins 75. Okay. Et là encore, exactement comme pour les régressions, on va avoir une influence de ce paramètre h. Donc h, c'est mon voisinage. Est-ce que mon voisinage aux alentours de 100 jours, c'est plus ou moins 2 jours ou c'est plus ou moins 10 jours? Okay. Donc le graphique de gauche, c'est celui où mon h est petit. Et celui-là, c'est le cas où h est plutôt grand. Okay. Alors,
Comment on le sait? Tout simplement parce qu'on a exactement la même propriété que dans le cas de la régression. Si jamais h est petit, ça veut dire que je prends un voisinage très très proche. Donc ça veut dire que localement, je suis vraiment très très proche de la valeur moyenne. Mais simplement, dès que je bouge un tout petit peu, je risque de bouger beaucoup. Donc ça, c'est typiquement un estimateur qui sera très précis, mais très volatile. Donc c'est ce qu'on observe sur la figure de gauche, où on oscille beaucoup. En tout cas, on est très variable, d'accord? Donc puisqu'on passe de euh, peut-être de -4 à +6 pendant quelques jours. Donc, on se passe notre temps à osciller. Alors que quand on regarde la partie de droite, on est plutôt sur un intervalle de temps plus long. Et donc, quand je moyennise sur plus de monde, je suis beaucoup plus stable. D'accord? Donc, on a quelque chose qui est un peu différent et on le voit en particulier sur cette période juste avant 2 mois avant l'élection, en fait, où on a quelques sondages qui nous disent que McCain est passé devant Obama. Okay, le modèle de droite nous dit que ce n'est pas vrai, d'accord? C'est que la tendance de fond reste qu'il est en tête. Si jamais je m'intéresse à un intervalle de temps très très court, il s'avère que pendant quelques jours, un nombre très petit de jours, il est probable que Obama ait été distancé par McCain, okay, probablement de moins d'un point, d'accord? Mais techniquement, il passe en dessous ce zéro, alors que si jamais je regardais une tendance plutôt sur la semaine ou sur 2 semaines, on se dit que non, la baisse a été vraiment trop instantanée pour en tenir compte. Donc on pourrait dire que c'est du bruit. Voilà. Après, c'est quand même un bruit qui s'accumule pas mal, mais on pourrait se dire que c'est un bruit. Donc on voit le choix de ma fenêtre, il n'est jamais neutre, okay, et il va influencer pas mal l'interprétation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête que le choix de la fenêtre, c'est à l'utilisateur de choisir, et ça va avoir un impact important sur l'analyse qu'on va avoir derrière. Donc je généralise un petit peu ce que je racontais juste auparavant, le fait que j'ai des poids. D'accord? Donc je fais une moyenne avec des poids. Les poids, encore une fois, il faut qu'ils soment à 1. D'accord? Donc le fait de sommer à 1 fait que vous avez un estimateur qui, en gros, se trouve autour de la bonne valeur. Okay, mais je peux prendre des poids qui sont plus ces poids rectangulaires comme on avait auparavant, où je vous disais, je me place aux alentours de petit x, je me place sur x moins h, x plus h, quelque chose comme ça, et je vais mettre des poids qui sont les poids qui sont indiqués ici, donc qui valent 0 avant x moins h, qui valent une certaine valeur après, donc qui va être proportionnel à 1, donc tout le monde a même poids, et puis ensuite on repasse à 0. D'accord? Donc on avait discuté un petit peu cette idée qui consiste à dire, c'est un peu stupide que si jamais je me place au voisinage de petit x, si jamais je prends un voisinage de plus ou moins 10 jours, la personne qui est en x moins 10 jours, le sondage qui a eu lieu x moins 10 jours avant m'intéresse, et je lui donne autant de poids que le sondage aujourd'hui, mais par contre le sondage d'il y a x moins 11 jours, il ne m'intéresse pas du tout. Okay, donc, on voit assez naturellement qu'on a envie de mettre des poids qui seraient peut-être un peu plus évolutifs. Donc, éventuellement, je pourrais mettre des poids triangulaires. Okay, donc, ça consiste à dire que le sondage d'il y a 10 jours, il a un poids qui est quand même relativement faible. Okay, il est beaucoup plus faible, en tout cas, que le sondage d'aujourd'hui. Et le sondage d'hier, il était intéressant, plus que celui d'il y a 10 jours, mais moins que celui d'aujourd'hui. Okay, et de manière un peu générale, on peut mettre des poids. Donc, en particulier, on mettra des poids gaussiens, assez naturellement. Okay, on pourrait mettre des poids paraboliques, on peut mettre toutes sortes de fonctions, mais les poids gaussiens, on voit assez naturellement la forme et on voit un peu l'idée. Okay, donc on obtient les graphiques qui sont respectivement à gauche et à droite, donc toujours avec la même chose, je change ma fenêtre. Okay, donc je m'impose une forme de distribution de poids, donc je vais mettre des poids gaussiens. Okay, donc plus je suis proche de la valeur qui m'intéresse, plus les poids sont importants, puis plus je m'en éloigne, plus finalement ça devient une espèce de bruit résiduel. Okay, ah oui, autre chose, même si, alors techniquement, c'est une série temporelle ce qu'on observe. D'accord. Là, ce que je dis, c'est que je le fais de manière rétrospective, et donc quand je me place en une date T, je vais tenir compte non seulement de ce qui se passait avant, mais aussi de ce qui se passait après. D'accord. Donc, je ne suis pas dans un but de prévision. Okay, je suis juste dans un but d'explication après coup, pour essayer de comprendre quand est-ce quand est-ce qu'on observe une inflexion. Ça ne veut pas dire qu'on aurait dû l'anticiper à ce moment-là, mais d'accord, il y a une petite subtilité ici sur ce que j'ai. Moi, mes poids, je les distribue de manière symétrique à gauche et à droite. Okay, donc, un sondage demain m'intéresse autant qu'un sondage hier. C'est ça que ça veut dire. Okay, même si d'un point de vue prévision, ça n'a pas de sens, puisque le sondage de demain, je ne le connais pas. Et c'est toute la difficulté, généralement en finance, qui consiste à dire qu'on essaye de deviner quand est-ce qu'il faut intervenir parce qu'il y a une baisse qui se produit. Donc, quand est-ce qu'on est capable de dire que la baisse qu'on observe, elle est dans la tendance et ce n'est pas juste du bruit. Donc, on est vraiment dans une approche un peu différente ici, qui est juste descriptive. Okay, même si j'essaie de prévoir quelque chose, je ne suis pas dans un but de prévision en termes de série temporelle, je suis juste dans un but d'interpolation et de visualisation d'une courbe. Voilà, juste petite
petite note. Donc le graphique de gauche, encore une fois, me donne une fenêtre petite, le graphique de droite me donne une fenêtre plus longue, et comme j'ai ce poids relativement régulier, ça va me donner une courbe très régulière. Okay, donc on a cette courbe de gauche qui, là encore, me fait passer un moment juste en dessous de zéro. Donc il semblerait effectivement que localement, à moins 60 jours, on a eu une baisse des intentions de vote chez Obama avant d'avoir une grosse remontée, en fait. D'accord. Et cette baisse, je l'observe. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une espèce de rupture à 60 jours. Okay. Il semblerait qu'à ce moment-là, la pente change. Okay. Donc, une tendance à la baisse devient une tendance à la hausse. Okay. Donc, on a cet outil qui est finalement potentiellement ce qui avait été utilisé dans le tout premier graphe. D'accord. Donc, vous voyez cette espèce de tendance moyenne. C'est ce genre de graphique qui permet d'avoir ces courbes très lisses qui nous donnent la tendance. Okay. Il existe autre chose qui peut être tout aussi intéressant et qui repose à peu près sur la même idée de dire je vais regarder localement où je me trouve. C'est je vais juste montrer le titre, c'est ce qu'on appelle les cas plus proches voisins. Donc ce que je disais jusqu'à présent, c'est de dire je me place pour un petit x, je vais regarder sur un voisinage, donc de plus ou moins proche, et je vais utiliser ça pour faire ma prévision. Donc c'est assez logique. L'idée des cas plus proches voisins est un peu plus maligne en disant, en fait, je ne vais pas regarder sur un voisinage de taille fixe partout. Donc, je ne vais pas avoir la même taille partout sur toute mon ensemble d'individus petit x, sur toutes mes dates auxquelles je regarde des sondages. Je vais regarder les cas plus proches voisins. Donc, quand je vais me placer en petit x, je vais aller voir les cas observations les plus proches de petit x. Okay. Donc, ça a un double intérêt. Premièrement, quand je me place sur les bords, en particulier, je ne vais pas commencer à aller voir ce qui se passe trop à droite. Donc, en fait, si jamais je me place tout à droite ici, dans ces cas-là, je vais aller compter les 3 ou 4 ou 5 observations en arrière. D'accord. Contrairement à mon estimateur à noyau qui va me dire je vais me placer toujours sur mon voisinage qui sera de cette forme-là. Et donc, par définition, je mets du poids là où je ne devrais rien avoir parce qu'en fait, je n'ai pas. Après 0, il n'y a plus de sondage. D'accord. Donc, ça, c'est un problème assez récurrent sur les estimateurs à noyau. Je n'ai pas le temps d'en parler dans cette série de capsules, ni dans les autres, mais en fait, on a des problèmes de bord quand on a des estimateurs à noyau. C'est que quand on a des observations X qui sont dans un support borné, en particulier quand on a des valeurs qui sont forcément positives, on aura un problème d'estimation de densité en zéro. D'accord. Donc, sur les valeurs de ce type-là, il faut faire très attention avec les estimateurs à noyau. Ça marche bien, c'est très joli, mais ça a des énormes problèmes sur les bords. Okay. Au moins, les cas plus proches voisins n'ont pas ce problème-là, puisque si jamais je suis tout au bord en zéro, je vais toujours aller chercher mes 10 plus proches voisins, mais je vais aller les chercher là où ils sont. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors ce n'est pas très intéressant dans l'exemple que je prends ici, parce qu'en fait, on a quasiment des sondages tous les jours, mais vous pourriez avoir des observations dans lesquelles vous diriez, j'ai beaucoup d'observations par ici, puis tout d'un coup, j'en ai beaucoup moins. Okay. Donc ça, quand on a une irrégularité de distribution des points X, c'est assez pénible, parce qu'en fait, dès que je veux prendre un voisinage qui sera de cette taille-là, par exemple, quand je suis à gauche, je peux avoir 50 observations, mais quand je commence à m'éloigner vers la droite, tout d'un coup, je peux avoir une seule observation. Donc, on aimerait avoir peut-être des fenêtres adaptatives qui consistent à dire, là où j'ai beaucoup de points, je vais peut-être me prendre un voisinage qui sera petit. Okay. Par contre, dès que je commence à avoir moins de monde, dans ces cas-là, je peux aller chercher des voisins un petit peu plus loin. Okay. Donc, c'est un peu ça que raconte l'histoire des cas plus proches voisins, c'est de dire, si jamais tu n'as que 2 observations dans ton voisinage de petit x, de petit h, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. D'accord. Donc, au moins, on calcule toujours une moyenne sur cas observation. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que les poids, ils sont toujours de la taille ils sont toujours liés en fait à mon ils sont identiques parce qu'en fait je donne pardon, mes poids sont identiques quand je me place autour d'un voisinage de petit x. Okay. Je vais toujours donner le même poids, c'est juste que je vais m'autoriser à aller un petit peu plus loin. D'accord. Ok. Donc je vais juste revenir un tout petit peu en haut, juste pour revenir sur un petit point. Il y a d'autres techniques qui sont assez populaires, donc c'est ce qu'on va appeler les régressions locales, d'accord, qui consistent à aller peut-être un cran plus loin. C'est que pour le moment, ce qu'on se disait, c'était je me place sur un voisinage et je prends la valeur moyenne. Donc ça a du sens, sauf qu'on vient de voir que quand on voulait prévoir, on pouvait aussi faire une régression. Et donc ça consiste à dire, je vais faire une régression linéaire, sauf qu'au lieu de la faire globalement, si jamais ce que je veux, c'est prévoir ce qui se passe précisément 2 mois avant,
Je ne vais pas faire une régression sur tout, je vais faire une régression locale. Okay, donc, c'est ce que ça nous dit ici. Alors, en fait, j'aurais pu vous montrer le cas précédent, mais en fait, le cas précédent, ça revenait à dire qu'on faisait la somme des oméga IXI, donc j'avais mes poids. Donc, je construis la moyenne, donc je disais que c'était cette chose-là. En fait, cette moyenne pondérée, elle est la solution du problème d'optimisation. Je cherche le minimum de la somme des oméga XI, YI moins M à la 2. D'accord? Donc, c'est vraiment un problème de moindre carré avec des poids. Okay, donc, je vais chercher la valeur la plus proche en moyenne, mais en mettant des poids qui sont un peu différents en fonction de la valeur où je me trouve. Okay, ici, on va juste un peu plus loin en disant la valeur moyenne, elle n'a pas forcément à être constante, je peux faire une régression. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle une régression locale. Donc, ce qui est assez classique, par exemple, c'est de faire une régression locale linéaire ou une régression polynomiale, donc en faisant une régression avec du carré ou ce genre de choses. Okay, donc, ça permet de capturer la tendance générale. Donc, on observe ici toujours la même chose. Hein. Encore une fois, mes poids dépendent de ma fenêtre. Donc, comment est-ce que je définis mon voisinage? Et ça, c'est un problème dont on ne pourra jamais s'affranchir, je l'ai déjà dit. Avec une petite fenêtre, j'ai quelque chose de très volatile. Avec une fenêtre plus grande, j'ai quelque chose de très lisse. Okay, et c'est ce qui est utilisé ici. Dernière série d'estimateurs qui sont proposés. Peut-être un sujet un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle les splines. C'est intéressant parce que c'est très élégant et ça donne des choses qui ont pas mal d'interprétations. Donc, les splines sont pas mal utilisés en analyse numérique. Hein, donc, c'est des choses qui sont connues en mathématiques depuis assez longtemps et en informatique. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que je veux approcher une fonction. Donc, c'est dans toute la théorie de l'estimation fonctionnelle. Je veux approcher une fonction et je veux l'approcher par des choses qui soient très régulières. Et pour ça, je vais dire que j'ai ce qu'on appelait des nœuds. Donc, les nœuds, ça veut dire qu'on va avoir éventuellement des ruptures à certains endroits. Donc, par exemple, sur la figure de droite, je vous montre une courbe avec deux ruptures. Alors, c'est une rupture en termes de… En l'occurrence, c'est des morceaux de droite. Okay, donc, je demande à avoir des droites sur chacun de mes intervalles. Donc, je coupe mon intervalle en 3. D'accord, 0, 1 tiers, 2 tiers et 1. Ce que je demande, c'est d'avoir des fonctions quand même continues. Okay, donc, je veux avoir des droites. Donc, ici, j'ai une droite avec une certaine pente. Ici, j'ai un autre morceau de droite avec une autre pente, mais ce que je demande, c'est d'être continu au point de rupture. D'accord, donc, c'est une rupture de tendance, ce n'est pas une rupture de fonction. Okay, donc, ma fonction, elle reste continue. D'accord, c'est une rupture de dérivée. D'accord, donc, ce qu'on va faire, c'est ce qui est indiqué juste à gauche, c'est de se dire, je vais prendre la partie positive. Donc, je vais commencer à avoir ma première droite et tout d'un coup, je vais lui faire une rupture. Donc, tout d'un coup, ma droite, je vais lui rajouter quelque chose qui sera de la forme x moins 1 tiers, puisque j'ai ma rupture en 1 tiers, et je prends la partie positive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends 0 si jamais je suis plus petit que 1 tiers, et au-delà, je prends x moins 1 tiers. D'accord? Donc, si jamais je suis en 1,5, je prends 1,5 moins 1 tiers. Et en fait, on peut montrer que l'interprétation, ça va nous donner le coefficient bêta 1, ça va me donner la pente qui se trouve là. Le coefficient bêta 2, c'est de combien est-ce que je varie par rapport au coefficient bêta 1. Donc, en l'occurrence, comme j'arrive ici à 0, ça veut dire sûrement que mon coefficient bêta 2 valait moins bêta 1. Okay, donc, il me dit de monter avec une pente de 2. Et une fois que j'atteins un tiers, il me dit de continuer à monter, mais en même temps de baisser exactement la même valeur. Donc, en fait, je vais être plat. Et une fois que j'atteins 2 tiers, dans ces cas-là, il me dit de rebaisser. Et cette fois-ci, d'avoir une pente de moins 2. Okay, donc, ici, j'ai mon coefficient bêta 3. Donc, on a une interprétation très, très simple et ça nous donne ces ruptures qui vont nous donner une fonction qui va être relativement régulière. C'est ce qui est indiqué avec le graphe de gauche, où j'ai l'impression que j'ai des ruptures à ces niveaux-là. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il y a quand même… mes ruptures sont régulièrement espacées dans le temps. Okay, donc, j'ai des ruptures à des dates très précises. Okay, et ce que je lui demande, c'est juste de m'interpoler des droites entre ces points. D'accord, donc, on voit arriver quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, ce graphique de gauche, en tout cas, le graphique de gauche me montre la tendance que j'avais un petit peu dessinée au tout début, qui est la suivante, c'est de dire je baisse, je monte et ensuite je suis stable. Donc, cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle les splines linéaires, okay, qui sont interpolés entre différents nœuds. Okay, mais ça me permet de récupérer une tendance linéaire. D'accord, je peux prendre plus de nœuds. Donc là, mon degré de liberté, c'est quoi? C'est les nœuds. Okay, tous les modèles que je vous présente, ils vont introduire ce qu'on appelle un métaparamètre, qui est de dire que c'est un paramètre que je n'estime pas, c'est un paramètre que je vais fixer. D'accord, je peux l'optimiser, d'accord, mais je ne l'estime pas avec mes données. D'accord, en l'occurrence, donc tout à l'heure, c'était la fenêtre. Sur combien de voisins est-ce que je calcule ma moyenne? Ici, ce qu'on a, c'est où est-ce que je mets mes ruptures. D'accord,
Donc à gauche, j'ai peu de ruptures. À droite, au contraire, j'en mets beaucoup plus. D'accord? Donc on voit qu'on a quelque chose qui est très, très, très irrégulier. OK? Je monte. Oups, désolé. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte pas mal et je reste stable. OK? Donc on se doute que la visualisation de droite, elle n'est pas très bonne. D'accord? Manifeste, alors, enfin, j'en sais rien en fait, ça se trouve, elle reflète effectivement quelque chose avec un aller-retour entre deux candidats. Ça se trouve, il y en a un qui faisait campagne une semaine, l'autre qui fait candidat, l'autre qui fait campagne l'autre semaine. Donc je pourrais effectivement avoir peut-être une explication de ce changement sur un pas de temps relativement court, peut-être lors de 2 semaines ou de 10 jours. OK. Mais si jamais je regarde de très très loin, la courbe de gauche me paraît en tout cas avoir plus de sens. Mais effectivement, je n'explique pas ce qui se passe à l'intérieur où on a visiblement un peu plus de variabilité. D'accord? Donc on est sûrement quelque part entre les deux. OK. Je me contente de vous montrer des outils. L'optimisation de ces outils, ça demanderait peut-être un peu plus de temps. Euh, Cette méthode de spline, alors je vous l'ai fait dans le cas linéaire pour vous expliquer l'idée. En fait, on ne l'applique jamais dans le cas linéaire. On va l'appliquer dans un cadre un peu plus général où on va mettre des polynômes d'interpolation entre les nœuds. Okay, donc ça veut dire quoi? Par exemple, sur la courbe de gauche, donc j'ai toujours mes nœuds, pardon, sur la courbe de droite, j'ai toujours mes nœuds à un tiers et deux tiers. Okay. Ce que je vais dire, c'est que j'ai quelque chose de plutôt parabolique. Okay. Donc l'avantage, c'est que quand je fais du parabolique, si j'étais linéaire, dans ces cas-là, je mets le coefficient à la 2 à 0 et j'ai ma fonction linéaire. D'accord? Donc c'est un modèle qui est plus englobant que le modèle précédent. Et point important, ce que je vais demander, c'est d'avoir un peu plus que la continuité au point de rupture. Je vais demander en plus que la dérivée soit continue. Okay. Donc c'est un tout petit peu technique, mais l'avantage, c'est que ça va nous donner une régularité beaucoup plus forte sur la courbe. Okay. Si jamais vous voulez voir des courbes qui sont très jolies, vous demandez, enfin très lisses, vous demandez à ce que la fonction soit continue, c'est-à-dire que vous pouvez la tracer avec un crayon sans jamais lever le crayon. Donc il n'y a pas de saut. Okay. Mais j'ai pareil sur ma dérivée. Donc ma pente, je ne vais pas supposer qu'il y a une rupture. Donc par exemple, la valeur absolue, il y a une rupture. Okay. Donc c'est juste que ma dérivée va être aussi très continue. Donc ça va me donner des courbes très très lisses. Donc ça, c'est le secret pour construire des courbes très lisses. Et effectivement, ma parabole, je vais repartir ici. Donc ma parabole, elle aurait dû se prolonger vers le haut. Je la fais retomber un petit peu. Okay. Et puis pareil à droite. Okay. Donc je vais avoir des courbes qui sont beaucoup plus lisses avec ces fonctions paraboliques. D'accord. Donc on obtient finalement les courbes qui sont respectivement à gauche et à droite. Okay. Donc qui sont ces courbes qui ont été lissées par des paraboles localement. D'accord. Donc sur chacun donc on revient un peu sur l'idée quand même de l'histogramme, mais c'est juste de dire, je ne vais pas prendre la valeur moyenne sur chacun des segments, c'est que sur chacun des segments, je vais construire une courbe relativement régulière, et les paraboles et les polynômes sont les fonctions les plus régulières et les plus simples qu'on connaisse. Donc on va mettre une fonction de type parabolique, et je m'arrangeais pour avoir la continuité à la fois de la fonction, mais en plus de la dérivée, à mes points où je suis supposé avoir une rupture. Okay, donc c'est un peu, on revient au point de départ, qui était ce régressogramme, mais je vais l'améliorer et je vais le rendre beaucoup plus simple à lire. Donc on va récupérer ces courbes, donc ici avec une fenêtre relativement petite, donc qui me montre une première tendance à la hausse, puis ensuite on baisse, puis on remonte, et puis on se stabilise avant de remonter assez haut. Et alors, en l'occurrence, ici, je vous ai mis des intervalles de confiance. Je peux toujours avoir des intervalles de confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, fondamentalement, je calcule des moyennes. Et quand je calcule des moyennes, on a toujours l'intervalle de confiance dont on parle depuis le début, qui est de dire je prends la valeur moyenne plus ou moins deux fois l'écart type. D'accord? Donc on a toujours ces objets divisés par le nombre d'observations qu'on considère. Donc c'est un peu plus tordu quand on a des poids, mais on a une formule équivalente quand on a des poids. Okay. Donc une fois que vous avez compris qu'on était sur une moyenne, toutes les théories qu'on avait vues sur les calculs d'intervalles de confiance sur les moyennes vont s'adapter, et donc je peux récupérer des intervalles de confiance. D'ailleurs, on peut le voir ici, et je vais terminer avec ça. L'intervalle de confiance, ici, il est relativement large par rapport à celui de droite. Okay. Pourquoi? Simplement parce que dans le premier cas, j'ai une fenêtre qui est plus petite. Donc ça veut dire que je prends moins de points. Donc si jamais je prends moins de points, encore une fois, mon intervalle de confiance, c'est plus ou moins 1 sur la racine carrée du nombre d'observations. Donc moins j'ai de points, plus mon intervalle de confiance il est important. Pourquoi? Parce que je ne sais pas trop où je me trouve. J'ai une erreur d'échantillonnage qui est plus grande. Plus j'ai d'observations, plus je vais être proche de la valeur que je pense avoir. D'accord? Donc on a ces intervalles de confiance. Et juste avant de conclure, donc je vais juste vous montrer un petit exemple, c'est que tout ça s'adapte en dimension plus grande. C'est plus compliqué. Ça a aussi moins d'intérêt parce qu'on ne veut pas le voir. L'idée, c'est surtout d'avoir un outil visuel ici. Okay. Donc je vous ai pris deux données, une base avec la base Prestige qui contient trois variables, et la variable qui est le prestige d'un métier, okay, donc qui est la variable qu'on a sur l'axe des Z, donc c'est ce que je veux prédire. Okay. Donc ma variable Y, c'est le prestige d'un métier. Sur l'axe des X, on a le nombre d'années d'études pour faire ce métier.
Et sur l'axe des Y, on a la variable X2 qui est le salaire du métier. D'accord? Donc j'ai une base assez simple avec le nombre d'années d'études, le salaire et le prestige. Et je me demande, est-ce que je peux construire un modèle qui me permet, à salaire et nombre d'années d'études, de prévoir le prestige d'un métier. Okay. Donc, première approche, c'est de faire une régression linéaire. Donc, on a vu quand on fait une régression linéaire en dimension 2, la prévision, c'est un plan. Donc, c'est la courbe qu'on trouve en deuxième position. Donc, j'ai ce plan donc, qui est quand même globalement croissant. Plus les salaires sont importants, plus le nombre d'années d'études sont importants, plus le prestige du métier est important. Okay. Donc, ce qui peut avoir un petit peu de sens, même si je ne suis pas un expert en sociologie des métiers. Okay. Je peux faire l'équivalent de mes histogrammes. D'accord. Donc, c'était mes régressogrammes. Donc, je vais me prendre des petites cases. Donc, je vais découper le salaire en petites cases, les nombres d'années d'études en petites cases, et je prends la valeur moyenne. Donc, ça me donne des estimateurs qui sont de ces. Donc, qui étaient, quand on le faisait en dimension 1, qui étaient des escaliers comme ça. D'accord. Donc, en dimension 1, j'aurais quelque chose qui ressemble à ça. En dimension 2, bah, j'ai une espèce d'escalier qui part dans tous les sens, mais qui nous montre effectivement qu'on a quand même cette tendance à la hausse. Okay. Et dans le cas de droite, j'ai des splines bivariés, okay, qui consistent à mettre des polynômes en dimension 2 qui sont interpolés sur plusieurs nœuds. Okay. Donc, on a des outils assez intéressants pour visualiser des choses, en tout cas, qui permettent de montrer, par exemple, que quand les nombres d'années d'études et les salaires sont très faibles, le prestige est plus bas. Donc, on voit qu'on est plus bas que ce que donnerait un modèle linéaire. Okay. Mais voilà, on peut dire beaucoup plus de choses, en tout cas sur le graphique de droite, que sur le second graphique, qui était peut-être un peu simpliste, parce qu'on a un modèle linéaire qui est très très simple. Okay. Donc je vais m'arrêter là pour cette capsule sur l'histoire du lissage, mais on a beaucoup d'outils à notre disposition pour visualiser en tout cas des tendances et extraire une information, une information plus intéressante que ce qu'on avait avec le modèle linéaire, quand on a des données un petit peu plus complexes, et qui est surtout qu'on ne se modélise pas par un modèle linéaire. Et je renvoie à la dernière slide que j'avais mise sur la régression multiple, où j'ai essayé d'expliquer l'importance d'une variable, et je parlais de l'année de construction dans le prix d'un logement, et je vous montrais qu'on n'était pas du tout linéaire. J'aurais pu le rajouter ici, mais effectivement, on pourrait capturer cet effet, cette courbe en U qui nous dit les logements les plus chers sont les logements récents ou, par un biais de sélection, les logements anciens, ce qui nous donne cette discontinuité fondamentale dans nos données. Enfin, pardon, ce n'est pas une discontinuité, c'est une non-linéarité. Pardon. Ok, donc je m'arrête là et je vous retrouve dans une prochaine capsule. À bientôt.